Bonsoir. Vous avez tous entendu que pour réussir, les entreprises ont besoin de salariés engagés, enthousiastes, exactement comme ceux que vous voyez sur cette image. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'en France, la majorité des salariés sont comme ça? Ils se lèvent le matin avec un grand sourire et ils vont passer leur journée à mettre en place leurs idées, leurs initiatives, et puis c'est de ça qu'ils vont parler le soir. Et ils vont hâter de se lever le matin au lendemain pour refaire cette expérience magnifique. Quel est le pourcentage des salariés comme ça en France? 5, 15. Alors, vous n'êtes pas loin. Les salariés engagés en France, 11%. Alors, je le compare à ces poules qui sont payées pour prendre des œufs blancs. De leur propre initiative, chaque jour, ils vont prendre des œufs d'or. Maintenant, il y a une autre catégorie qui sont des salariés désengagés. Un patron de PME, il me l'a décrit de la manière suivante, il vient pour partir. Quel est le pourcentage de ces salariés en France? 89. Non, il y a encore une troisième catégorie. La deuxième catégorie, c'est 61%. Je vous donne des chiffres des sondages Gallup, études Gallup, donc de 2011. Je compare à des chevaux fatigués. Vous pouvez demander à ce cheval de se lever, faire un petit travail, mais il ne faut pas pousser trop. Et maintenant, nous avons une troisième catégorie mystérieuse. Vous avez bien calculé tout à l'heure, 28%. C'est quoi cette catégorie mystérieuse? Qui sont ces gens-là? Ils ne travaillent pas. Alors, la définition de Gallup de cette catégorie, ils sont activement désengagés. Ce sont des salariés tellement malheureux que chaque jour, ils viennent au travail pour démontrer leur malheur et leur façon préférée, c'est de se prendre aux salariés engagés. Donc, je le compare à ces renards qui va venir chaque jour et puis il va manger une poule. Alors, on a bien ri. Vous comprenez que cette situation, elle n'est pas formidable. Vous avez un salarié seulement sur 9 en moyenne dans nos entreprises, dans nos organisations qui contribuent à les faire avancer. Maintenant, je vais poser 2 questions. Si vous partagez la gravité. Première question, c'est 89% de salariés. Est-ce qu'ils étaient comme ça le premier jour? Vous étiez recrutés. C'est des gens qui hésitent, j'aimerais bien les coordonnées de votre DRH pour demander comment ils recrutent. Normalement, on recrute des gens qui sont enthousiastes, qui veulent faire un très bon travail. Deuxième question. Qu'est-ce qui arrive à ces salariés, à ces poules qui sont prêtes à prendre des œufs d'or, que quelques semaines, quelques mois après, commencent à grossir, deviennent comme de chevaux, voire deviennent de renards. Alors voilà, cette situation-là, comme vous comprenez, elle inquiète beaucoup parce que beaucoup de nos patrons d'entreprise, ils connaissent cette situation-là. Il y en a certains qui disent que c'est une fatalité, il y a toujours une minorité seulement qui est engagée et la grande majorité des gens, ils sont comme ça, ils sont derrière, ils viennent chercher leur chèque. Mais j'ai rencontré ceux qui ont décidé de changer cette situation-là et avoir la grande majorité de salariés dans leurs entreprises engagés. Alors, ils ont parcouru un chemin, qui est un chemin, c'est pour ça que je fais cette image de cette montagne-là, qui est difficile et qui est long, qui peut prendre de 3 ans pour une petite entreprise jusqu'à 10 ans pour des grandes entreprises. Et je vais un petit peu raconter un certain nombre de principes qui sont derrière et montrer quelques exemples. Alors, premier principe, c'est que quand vous avez des salariés qui sont démotivés, qui sont désengagés dans la plupart des entreprises, on essaie de les motiver, classique. Je suis professeur dans une école de management, c'est ce qu'on enseigne même aux élèves. Alors, eux, ils ont décidé de ne pas le faire, ils ont décidé de devenir ce que moi j'appelle des leaders jardiniers. Alors, qu'est-ce que fait un jardinier qui a dans son jardin ces fleurs qui sont démotivées? Est-ce qu'il va proposer à ces fleurs-là un nouveau modèle de BlackBerry ou, aujourd'hui, iPhone? Est-ce qu'il va proposer une voiture de fonction plus grande? Un bureau plus grand? Non. Un bon jardinier, comme vous le savez, bien sûr, agit jamais sur des fleurs.
Et il se pose une question, qu'est-ce que moi je n'ai pas fourni pour satisfaire des besoins biologiques, effectivement, de ces fleurs-là, pour qu'ils puissent être au sommet de leur potentiel. Alors, pour les fleurs, on le sait, c'est 3 besoins. C'est de l'eau, de la lumière et des minéraux. Alors, en l'occurrence, pour ces tulipes-là, juste une bonne quantité d'eau, et puis le reste, ils sont au sommet de leur potentiel. Alors, l'analogie, effectivement, de ces patrons, c'est on va appliquer ça pour le monde de l'entreprise et on va s'intéresser aux besoins de nos salariés pour qu'ils soient effectivement au sommet de leur potentiel. Et quand on parle des besoins humains, effectivement, on parle de besoins psychologiques et beaucoup parmi vous, vous pensez immédiatement à la fameuse pyramide de Maslow. Alors, Maslow, j'ai des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles par rapport à Maslow. Des bonnes nouvelles, c'est qu'il a eu de très très bonnes intuitions, et notamment par rapport à des besoins élevés. La mauvaise nouvelle, que cette recherche-là, qui date de 1943 et qui n'était jamais d'ailleurs empiriquement prouvée, utilisée par la plupart des entreprises pour s'occuper de 2 premiers besoins, physiologiques et de sécurité, qui ne distinguent pas d'ailleurs des bourricots, que quand il n'a pas mangé et il pleut, il n'est pas content, hein, bourricot non plus. Quand on s'occupe de ça dans les entreprises, on appelle ça comment quand c'est réglé? Ça s'appelle une convention collective. Quand vous avez un salarié qui veut prendre un rendez-vous avec son DRH, il dit « Monsieur, j'ai envie de parler de vous, de mon besoin d'amour », il regarde le code de travail, il n'y a pas un endroit comme ça, quoi. Alors, vous allez voir comment j'ai utilisé un petit peu ce concept-là pour faire comprendre ce parcours qu'ont fait ces patrons-là, et je m'appuyais sur les travaux beaucoup plus récents d'un centre de recherche aux États-Unis, à Rochester, sur les 3 besoins universels, que cette fois-ci est une recherche très solide empiriquement, prouvée dans une trentaine de pays. En réalité, nous tous, on partage les 3 besoins fondamentaux universels. Et je vais vous tout de suite montrer, ça c'est notre pauvre salarié qui essaie effectivement de dépasser et aller vers les besoins élevés. On va tout de suite parler du premier besoin, qui est celui d'égalité intrinsèque, un terme un peu complexe, mais donc le salarié, tout être humain, a besoin d'être traité avec la considération, avec le respect, avec la bienveillance, avec la confiance. Est-ce que, justement, dans les entreprises, ça se passe comme ça? Monsieur, j'ai un problème. Louise, j'ai lu votre mail. Voilà ce que vous allez faire. Et puis je passe le soir pour voir comment ça marche. Qu'est-ce qu'a fait ce manager? Alors, au-delà du côté un peu désagréable, il a bien agi. Il a beaucoup plus d'expérience que sa collaboratrice jeune. Il a tout simplement donné la solution. Il a gagné du temps. Il fait avancer son entreprise. Mais, 2 points. Premier, en réalité, il s'est approprié de ce problème en donnant la solution. Et maintenant, si Louise va le revenir voir, monsieur, j'ai essayé de mettre en place votre solution, elle ne marche pas, qu'est-ce que je fais maintenant? Il est entré dans une boucle qui n'est pas très, très satisfaisante pour lui. 2e point qui est beaucoup plus grave, il n'a pas demandé à Louise qu'est-ce qu'il propose. Et s'il fait ça plusieurs fois, le résultat, que Louise implicitement va déduire qu'il manque de confiance et de respect en quelque chose qui est le plus important chez l'être humain, son intelligence, sa capacité de réfléchir et proposer des solutions. Si l'entreprise souhaite créer un environnement dans lequel effectivement ce besoin est satisfait, ce manager, il aurait dû tout simplement dire « Louise, c'est vous qui êtes compétente dans ce domaine. Je suis sûr que ça prendrait un peu de temps, vous allez trouver la solution. » Alors, comme vous comprenez, pas toutes les entreprises le font, mais il y en a certaines, en tout cas celles que j'ai étudiées,
qui ont parti vers cette direction-là. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres choses qu'il faut faire pour que les salariés se sentent comme traités comme intrinsèquement égaux, tous les signes du pouvoir, etc. C'est un gros travail, mais on peut l'accomplir. Et dans ce cas, l'entreprise, effectivement, atteint cette première étape et à partir de là, peut accéder à la construction de l'environnement pour satisfaire le deuxième besoin universel humain, qui est celui du développement personnel. En réalité, chaque être humain a le sentiment qu'il y a encore un potentiel qu'il n'a pas réalisé. Et la question, est-ce que l'entreprise peut devenir effectivement ce terreau fertile dans lequel les gens ils peuvent effectivement acquérir de nouvelles connaissances, s'épanouir? Est-ce que l'entreprise moyenne, classique, il est dans cette situation? Monsieur, j'ai une idée. Je vous écoute, Louise. Je pense qu'il serait intéressant qu'on implémente un service de CRM dans notre entreprise. CRM, Louise, Customer Relationship Management, pour améliorer les relations clients? Tout à fait. Mais qu'est-ce que ça va avec nous? Nous, on est un service de comptabilité et finance. En quoi ça nous concerne? J'ai remarqué que quand j'avais des bonnes relations avec nos clients, ça me permettait d'obtenir des délais de paiement beaucoup plus rapides. Donc, comme je le dis, c'est une idée de marketing. Et puis, vous, Louise, vous n'avez pas de compétences dans le marketing du tout. Je vais appeler notre directeur de marketing, Bernard, je lui fais part de cette idée, puis on verra ce qu'il peut faire. J'ai une question à vous poser. Combien de fois il faut dire à votre collaborateur qu'il a une initiative intéressante, mais que ce n'est pas pour lui acquérir des compétences pour faire part de la mise en place de cette solution, pour qu'il ne vienne plus vous voir? Combien de fois? Il y en a des gens qui hésitent et pensent 2 fois, c'est la définition clinique d'un masochiste. Normalement, pour en être bien constitué, 1 fois suffit. Alors, est-ce que, effectivement, plutôt que faire ça, dans les entreprises que j'ai étudiées, le manager, ce qu'il aurait pu faire, c'est effectivement, Louise, effectivement, vous peut-être manquez un petit peu de compétences, mais ce n'est pas grave. On va appeler les gens de marketing s'ils pensent que c'est une idée qui est intéressante. Vous allez effectivement peut-être acquérir certaines compétences, travailler avec eux sur des formations et de ce fait-là, vous allez être au niveau pour effectivement faire partie de ce nouveau domaine qui vous intéresse en l'occurrence. Alors, ça veut dire qu'il faut faire beaucoup de choses à vous imaginer dans les entreprises pour que les gens puissent acquérir de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances par rapport à ce qui les intéresse et réaliser leur potentiel dans l'entreprise. Mais si l'entreprise le fait, dans ce cas, ils peuvent accéder à la 3e étape, satisfaction donc de ce 3e besoin, qui est celui de l'autodirection. L'autodirection, c'est un besoin des êtres humains de ne pas être contrôlés, parce que les gens détestent d'être contrôlés, ils détestent qu'on leur dise quoi faire. Et ça commence à l'âge d'adolescence. Est-ce que ce besoin, il est satisfait dans les entreprises? Bonjour Isaac, as-tu une minute? Bien sûr, Louise. Comment va d'ailleurs ta formation de marketing? Ça se passe très bien. Et justement, au cours de cette formation, j'ai une idée pour améliorer l'image de nos clients pour notre entreprise. Je t'écoute. En fait, j'ai étudié je pense faire une stratégie de médias sociaux. Et comme j'ai tout appris sur les outils Twitter, Facebook... Je vois que le marketing se rajeunit, qui commence à être à l'heure de notre temps. Mais moi, je ne connais rien en médias sociaux. Mais ton idée, elle a beaucoup de mérite. Alors, que faire? Tiens, es-tu libre cet après-midi? Oui, tout à fait. Alors, voilà ce qu'on va faire, ce que je te propose. Je vais appeler notre directeur de marketing, Bernard. Je prends rendez-vous pour toi.
pour que tu puisses toi-même aller expliquer ton idée. Et si tu penses que c'est faisable, je pense que c'est toi qui vas piloter ce projet-là, éventuellement assisté par quelqu'un de marketing. Est-ce que tu penses que ça te convient? Je te remercie, Isaac, ça me va parfaitement. Et ça me donne vraiment envie d'avoir d'autres idées. C'est exactement ça ce qu'on essaie de construire dans l'entreprise. Alors, vous avez bien sûr, peut-être vous avez pensé que ce manager n'a rien appris, qui va de nouveau faire une histoire d'un quelqu'un qui démotive sa collaboratrice. Effectivement, il aurait, comme ça arrive dans beaucoup d'entreprises, de dire, écoutez, super idée, hein, et vous avez des compétences pour mettre en place, mais désolé, ça ne colle pas avec la politique de l'entreprise. Ou, une phrase encore meilleure, on n'est pas en Amérique ici. Il a appris, il est devenu un leader, il a effectivement créé l'environnement dans lequel Loïse, il a pu s'autodiriger et effectivement mettre en place une initiative qui a priori est bonne pour l'entreprise. Alors, quand vous faites créer cet environnement-là, je répète, ça prend beaucoup de temps, hein, ça peut prendre de 3 à 10 ans, vous pouvez attendre le sommet, c'est-à-dire avoir l'entreprise dans laquelle la majorité des salariés effectivement sont libérés de cette façon-là et chaque jour ils prennent des initiatives qui sont bonnes pour l'entreprise. Alors il y a des exemples, j'ai étudié à peu près une quarantaine d'entreprises dans 4 pays, je vous citerai quelques-uns. Gore qui fabrique Gore-Tex, qui est organisé de cette façon-là depuis à peu près 50 ans, hein, qui est une entreprise qui a commencé par 3 personnes, c'est une entreprise aujourd'hui de 3 milliards de chiffre d'affaires. Vous avez Harley-Davidson qui a eu en 1983 était à 3 mois de faillite et qui est devenue une entreprise dont la fin des années 90, capitalisation a dépassé General Motors. Vous avez l'entreprise qui s'appelle Sol, qui est numéro 2 en Finlande de nettoyage industriel. Vous avez l'entreprise en Picardie, Favi, qui fabrique entre autres choses des parts pour les voitures. Il équipe 7 voitures sur 10 en Europe, fabriquées en Picardie. Pas loin d'ici, où on parle un dialecte qui est un petit peu proche du ch'ti, hein, Bawea, on dit comme ça. Hein. Voilà. Et qui innove énormément, d'ailleurs, et qui ne croit pas à l'avenir de la voiture absolument, mais qui innove dans d'autres secteurs. Mais j'ai choisi, pour donner un exemple, ne pas parler de l'entreprise, j'ai choisi de parler d'un ministère. Alors je vois des garanties, ce n'est pas en France. C'est en Belgique. En réalité, c'est une histoire belge. Alors, quand vous visitez cette entreprise, la DRH vous montre les principes qui guident cette entreprise-là. Alors, ils parlent anglais là-bas, entre les Wallons et les Flamands, vous avez compris. Alors, ils ne motivent pas des gens, ils font confiance. C'est de la présentation de la DRH, hein, du ministère. Ils ne managent pas les gens, ils les aiment. Ils ne travaillent pas au ministère, ils prennent plaisir pour travailler. Et puis, ils ne se plaignent pas, il apporte des solutions et les met en place. Alors, cette DRH-là, d'ailleurs, elle n'a pas de titre de DRH. Voilà sa carte de visite. Elle et son équipe, effectivement, elle est Chief Happiness Officer. Ça, c'est un titre officiel fédéral de gouvernement belge, hein, c'est le ministère de la Sécurité sociale. Et elle croit tellement au bonheur parce que les salariés dont 3 besoins sont satisfaits, non seulement sont enthousiastes et énergiques, mais ils sont heureux aussi, qu'elle cite ces chiffres-là. La différence entre un salarié heureux et un salarié qui est malheureux. Il est 2 fois moins malade, il est 6 fois moins absent, il est 55% plus créatif, il est 9 fois plus loyal. Donc, c'est possible dans un ministère belge, c'est possible donc partout. Et si vous le faites, voilà vos salariés. Ma dernière phrase, c'est que si vous ne le faites pas, et vous aimez de l'escalade, peut-être au sommet de cette montagne-là, vous allez rencontrer vos salariés dans cet état. Ça veut dire qu'ils ont satisfait leurs besoins humains. Mais où? Pas dans votre entreprise. En dehors. Donc vous avez choix. Votre choix, c'est soit vous faites créer cet environnement où les gens peuvent satisfaire leurs besoins au sein de l'entreprise, et dans ce cas, ils seront enthousiastes, ils vont déployer leurs initiatives pour l'entreprise, ou ils vont venir au travail pour regarder l'heure, parce que leur vie commence quand le travail s'arrête. Je vous remercie.